Bonjour, je m'appelle Mélanie Rosa, je suis maman d'une petite fille de 3 ans et tout récemment d'un petit garçon né à la maison. À côté de mon activité de photographe en Dordogne, j'ai à cœur d'informer les femmes et d'élier la parole à travers des articles de blog sur mon site internet, mais aussi ici, par le biais de ce podcast. Je remercie du fond du cœur toutes ces femmes qui acceptent régulièrement de se livrer à moi pour raconter leurs histoires, leurs expériences de mère, leurs reconversions, leurs accouchements, dans cet espace dédié aux voix périgourdines, mais aussi à vous toutes qui écoutez et lisez leur parcours avec bienveillance et sans jugement. Bienvenue dans le podcast de Studio Rosa, consacré aux récits singuliers des femmes et mères de Dordogne. Je vous invite à faire voyager ce podcast, à le partager, à vous abonner et à lui mettre 5 étoiles. Je suis avec Élodie Chédeville, qui a gentiment accepté de parcourir ensemble son histoire de maternité, mais aussi le beau métier de sage-femme qu'elle exerce tous les jours, et sa lutte pour le libre choix de mode d'accouchement, notamment l'AAD, l'accouchement accompagné à domicile. Alors merci Élodie d'être avec moi, tu vas voir, on va vite oublier le micro, ça va super bien se passer, et on va avoir un échange super chouette toutes les deux. Alors est-ce que tu peux commencer par te présenter rapidement pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, s'il te plaît? Donc, je suis Élodie Chédeville, j'ai 42 ans, du coup. Je suis sage-femme en Dordogne, ça c'est au niveau de ma profession. Et voilà, j'habite dans un petit village qui s'appelle Saint-Rabier, j'ai 2 enfants et un super mari. Super. Voilà. Et du coup, tu es originaire de Dordogne? Oui, je suis née en Dordogne, je suis née, ça c'est marrant, je suis née à Sarlat, Sarlat-la-Canédia. Et donc, je suis née dans la dernière clinique de sage-femme de France. Il y a des années, je sais plus exactement quand, mais il y avait des cliniques de sage-femme. C'est-à-dire que les femmes venaient accoucher dans des lieux tenus par des sages-femmes. C'était pas des maisons de naissance, c'était des cliniques de sage-femmes. D'accord. Et puis, ces cliniques de sage-femmes ont fermé au fur et à mesure. Et la dernière de France qui est restée était à Sarlat. Ok. Tenue par une sage-femme qui s'appelait Madame de Béarn, du coup. Et donc, il y a 42 ans, ma mère a fait le choix d'accoucher là-bas pour moi, et puis après pour une de mes sœurs. Et puis ma dernière petite sœur est née à la maison. D'accord. Voilà, ça, on reviendra peut-être là-dessus. Mais du coup, voilà. Et puis cette maison, cette clinique de sage-femme qui est devenue un peu une maison de naissance, en fin de compte, parce que cette Madame de Béarn, elle s'est retrouvée avec une population un petit peu... comment dire, un petit peu atypique qui venait accoucher dans cet espace-là. Et puis voilà, ça a continué à perdurer. Et puis il y a eu toute une procédure parce qu'elle a continué à perdurer alors qu'elle n'avait pas d'autorisation vraiment réelle. Mais voilà, il y a toute une procédure. Et puis ils ont fini par fermer ce lieu-là. D'accord, donc c'était en parallèle de la maternité. Ouais, il y avait la maternité. Ah, d'accord, ouais, tout à fait. Ok, ça marche. Et dans quel type d'environnement t'as grandi étant petite Alors, étant petite, moi j'ai une maman qui m'a eu très jeune, peut-être à l'époque un peu moins, c'était un peu moins jeune, mais qui m'a eu à 21 ans. Et puis 2 ans après ma naissance, elle a eu envie de vivre sa vie de jeune femme. Et donc du coup, c'est surtout mon père qui m'a élevée, en fin de compte, jusqu'à mes 11-12 ans. Et puis à 11-12 ans, mon père s'est remarié avec une femme d'origine malgache. Et puis il est parti vivre à Madagascar. Donc je me suis retrouvée assez rapidement à faire la fin de mon adolescence chez ma maman. Donc j'ai eu vraiment 2 périodes de ma vie assez coupées. J'aime bien les décrire en rigolant. J'avais un papa, j'ai un papa toujours, mais très très cartésien et puis très carré, très voilà. Donc il m'a apporté quelque part toute cette structure un petit peu qui m'a permis de faire des études, qui m'a assez carré. Et puis à côté de ça, j'ai une maman qui est totalement loufoque, qui est vraiment totalement en décalage avec notre société, qui est une vraie sorcière, on peut dire ça comme ça. Du coup, au moment de l'adolescence, ça m'a permis aussi qu'elle m'apporte, comme je lui dis en rigolant, un peu un grain de folie, c'est-à-dire de pas rester dans ce cadre de notre société que mon père m'avait amené très rigide. Elle m'a un petit peu ouvert aussi sur d'autres choses, d'autres possibles. Et ma maman, elle a accouché à la maison pour ma sœur qui a maintenant 17 ans. Voilà, donc on a Oui. quand même
une grande différence, 17 ou 18, je suis un peu nulle avec les Et du coup, dates, tu as mais- vécu l'accouchement? Et T'étais j'étais là, présente? ouais, j'étais là pour l'accouchement de ma petite sœur. Voilà. Je dis une bêtise, c'est pas 18 ans, je pense qu'elle a 25 ans. Non, mais des fois, on reste bloqué sur les un âge. âges, Si elle nous écoute, les bon, dates, elle te pardonnera. mais voilà, je pense. Ça marche. Et t'en gardes du coup un souvenir comment enfin, est-ce que ça a impacté un peu ta vision de l'accouchement du coup dans un sens ou comment? C'est assez flou le souvenir de la naissance de ma petite sœur. Je pense qu'il y a ouais, ça reste assez flou. Vraiment, c'est quelque chose d'assez. J'ai des sortes d'images, mais quand ma mère a accouché, j'avais déjà le projet d'être sage-femme. D'accord. Donc le projet était déjà là pour moi. Donc voilà, mais pour autant l'accouchement, voilà, reste assez flou. Ok. Et comment il est venu du coup ce projet de devenir sage-femme? Alors ce projet-là, il est venu avec une amie. On était au collège. Ouais. Et du coup, je me demande même si parfois il n'est pas plus venu d'elle, en fin de compte, si c'est pas plus elle qui avait envie de ça. Et du coup, on est partis toutes les deux sur cette idée-là dès le collège. Je pense on devait être en 4e ou en 5e, du coup. C'est jeune et pour donc savoir vers où s'orienter. Ouais, mais on est partis avec mon amie Anoa, voilà, toutes les deux sur cette idée-là. Et puis elle a j'aime bien dire, elle a fait autre chose, c'est-à-dire qu'elle a fait un enfant assez jeune. Ouais. donc voilà, elle est partie rapidement dans la maternité. Et moi, j'ai continué et du coup, j'ai fait mon lycée dans ce sens-là. Donc voilà, j'ai fait tout ça dans ce sens-là. Et en passant, je suis arrivée quand j'ai eu mon bac. Je suis arrivée sur la dernière année, en fin de compte, où il y avait encore un concours pour rentrer dans l'école de sage-femme. D'accord. Du coup. Et j'ai fait une préparation de ce concours par correspondance qui n'a pas du tout fonctionné. Du coup, j'ai fait une année sabbatique. On est parti en voyage avec une amie. Et du coup, je ne l'ai pas eu. Et je me suis retrouvée à faire cette fameuse première année de médecine. Du coup, ça c'était... Voilà, c'était un peu un challenge. Et tu te sentais dans ta voie, pleinement là où tu... Alors, la première année de médecine, non, parce que c'était vraiment juste de l'apprentissage par cœur, tu vois, tu te retrouves avec des choses et mais bon, j'ai eu la chance de valider sage-femme sur cette première année de médecine-là, et puis après de partir à l'école de sage-femme. Du coup. Ça marche. Et du coup, comment tu rencontres après ton conjoint? Ah, mon conjoint. Donc, si on repart sur la vie, on va chronologiquement un petit peu. Ouais. On s'est rencontrés quand j'étais en fin d'année de médecine, du coup. Et donc, j'ai fait mon école de sage-femme et de médecine à Toulouse, du coup. J'étais en coloc avec une bonne amie, et donc on s'est retrouvés sur un nouvel an, du coup, où elle m'a emmenée chez mon mari, que je n'avais pas à l'époque. Et en fin de compte, on s'est rencontrés le soir du Nouvel An et on s'est embrassés la première fois. Il devait être minuit 30, quelque chose comme ça. Et puis voilà, et puis ça fait... Tu vous êtes plus quittés. Faut que je me retrouve dans le temps, mais ça fait 20 ans qu'on est ensemble à peu près. Ça fait ça, voilà. Ça marche. Et simplement. Est-ce que tu as toujours eu envie de devenir maman? Ou est-ce que c'est venu un peu plus tard ou... Parce qu'en étant sage-femme, est-ce que toi, tu te posais la question? Comment t'envisageais la maternité Alors, je pense que je me suis jamais trop préoccupée sur le fait de savoir si j'avais envie de devenir maman. Tu vois, c'est marrant parce que hier, avec mes collègues, on discutait de pourquoi devenir maman. Et je pense qu'en fin de compte, moi, je me suis pas posé de questions à cet endroit-là. Et que on a eu notre premier enfant... ça devait faire 5 ans qu'on était ensemble à peu près. Bon, on pas toujours doué avec les dates, mais à peu près, on va se dire ça. Et en fin de compte, c'était juste une évidence d'avoir un enfant et sans se poser trop de questions. Tu vois, je pense que si je m'étais trop posé de questions, je sais pas si j'aurais eu d'enfant. Mais c'est juste, voilà, c'était une sorte de chose normale. Donc il n'y a pas eu trop une réflexion derrière le fait d'avoir un enfant. D'accord. Du coup. Et comment t'envisageais, toi, du coup, cette première grossesse, est-ce qu'elle s'est bien passée? Et après, comment t'envisageais ton accouchement? Est-ce que tu avais un schéma prédéfini dans ta tête d'une envie particulière, d'un projet où peut-être justement avec ton expérience de sage-femme qui commençait ou qui avait déjà bien débuté,
j'imagine, à ce moment-là. Ouais. Est-ce que du coup, tu avais vu aussi des choses et te dire, bah, tout peut arriver, donc voilà, est-ce que tu as un projet particulier ou... Ben, déjà pour commencer par la grossesse, moi c'est pas quelque chose que j'ai adoré. Ouais. Disons, clairement, être enceinte, ça, mis à part sentir bouger le bébé, être en connexion avec le bébé, mais l'état de grossesse physiquement, ça a pas été un super kiff. Voilà. Ouais, le changement, Vraiment, le changement de ton corps. Oui, bah, le changement du corps en soi, oui, mais c'est la limitation. Et puis donc, en fin de compte, ce qui se passait, c'est que donc je travaillais à ce moment-là, j'accompagnais déjà des naissances à domicile. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais enceinte, ma collègue, elle partait sur, je pense que j'étais entre 5-6 mois et demi de grossesse, du coup. Et donc, je me suis retrouvée à avoir plusieurs naissances les unes après les autres, et j'ai fini hospitalisée à la maternité en menace d'accouchement prématuré. Ah oui. Donc voilà, avec une vraie menace d'accouchement prématuré, avec un col qui était vraiment bien modifié. Donc je me suis retrouvée à m'arrêter, en laissant 2-3 femmes sur le carreau parce que ma collègue était pas revenue et qu'en fin de compte il fallait juste vraiment que je m'arrête. Donc ça n'a pas été évident déjà de devoir laisser les femmes et de se dire bon là pour sûr il faut que je m'occupe de moi là. il y a vraiment une nécessité. Donc voilà, et donc j'ai fini ma grossesse alitée, vraiment, jusqu'à la 37e semaine, c'est-à-dire pile poil où je me suis dit là j'ai le droit de bouger. Je me suis posée pendant 2-3 heures pour avancer sur ma compta pro et j'ai rompu ma poche des os. D'accord. Et donc Félix est arrivé 4 heures après. Ouais. Donc voilà, on doit parler de l'accouchement. Okay, oui. Mais en fin de compte, donc j'ai pas... J'ai quand même eu une fin de grossesse un peu dans le stress, tu vois, de me dire bah il faut que je tienne parce que voilà, quand tu demandais le projet, pour moi en tout cas c'était une évidence d'accoucher à la maison. Ouais. Ça c'était vraiment une évidence. Comme tu dis, sachant que voilà, j'avais un dossier dans une maternité, je savais que d'autres options pouvaient être possibles, mais j'avais à cœur de tenir ces 37 semaines pour que ce soit possible. Et donc j'y suis arrivée tout pile poil du coup. Et donc voilà, et donc j'ai pu accoucher chez moi, mais avec un accouchement extrêmement rapide, c'est-à-dire que, comme je te disais, j'ai rompu la poche des os. 1 heure après, j'avais mes premières contractions, et 3 heures après, j'avais mon fils dans les bras. D'accord. Donc ça a vraiment été un vécu. Alors c'était plutôt chouette, assez surprenant. Je me souviens d'appeler ma collègue et de lui dire que j'avais des contractions et puis qu'elle me dise non mais c'est bon, ça va, il y a le temps. Et puis 1h30 après, Mathieu, mon mari, il l'appelle, il dit je suis pas sûre que là il y ait le temps. Elle m'a entendu derrière et puis elle est venue assez rapidement. Donc on peut savoir le nom du coup de la sage-femme qui... Oui, c'est Chantal, c'est la sage-femme avec laquelle j'ai travaillé voilà, pendant 18 ans. Donc du coup ça a été rapide quoi. Oui, ça a vraiment été rapide. Dans les sensations, ce qui a été intéressant pour moi, je dirais pas que j'ai senti toutes les étapes qu'on pourrait sentir sur un travail long du coup, mais il y a eu vraiment le moment de l'expulsion qui pour moi a été assez fort et violent, avec vraiment cette sensation d'explosion interne quand le bébé est en train de passer sa tête. Mais voilà, c'était un chouette moment chez nous dans la maison. Donc là, personne va voir, mais dans la maison qu'on était en train de rénover. Et donc du coup, il y avait on avait un ancien séchoir à noix tout petit. On vivait dans un tout petit espace à ce moment-là parce qu'on était en train de rénover la grande maison. Et donc les 2 enfants sont nés dans ce petit espace. D'accord. Du coup, qui maintenant est devenu une terrasse. Ok. Qui est devenue la terrasse de la maison. Et du coup, il y a mon plus petit un jour qui a fait une blague qui m'a beaucoup fait rire. On était aux urgences pour une histoire de jambes. Et la dame lui demande où il est né. Et il lui a répondu à Roda sur la terrasse. Et du coup, j'ai dit bon, il faut que tu lui donnes le village et puis je sais pas si elle a trop d'intérêt qu'il soit né sur la terrasse, tu sois né sur la terrasse. Mais voilà, c'était drôle. Ok. Et du coup, si on en revient pour faire un peu le parallèle avec l'accouchement à domicile, du coup, que tu accompagnes aujourd'hui, comment est-ce que toi, en étant sage-femme, tu as toujours voulu accompagner des naissances à domicile ou de par justement l'histoire avec ta sœur, ou comment ça t'est venu cette envie et ce sujet qui te tient à cœur du coup?
Alors, de mon côté, en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que depuis toute petite, je baigne dans cet environnement-là. C'est-à-dire que j'ai habité dans le secteur de Plazac. Donc, pour ceux qui connaissent la Dordogne, Plazac, c'était un secteur un peu avec des babacools, on va dire comme ça. Et donc, j'ai toujours été dans cet environnement-là. Et depuis toute petite, en fin de compte, les femmes accouchaient à la maison, notamment avec Chantal. Donc, c'est quelque chose qui, pour moi, fait partie de ma culture, en fin de compte. Donc, du coup, quand j'ai décidé d'être sage-femme, c'était pour moi probablement un but d'accompagner des naissances à domicile, parce que c'est comme si quelque part je connaissais pas vraiment autre chose. Oui. C'est-à-dire que voilà, c'était ça que j'avais vu depuis que j'étais petite. C'était comme ça que ça se passait. Et donc, je suis allée faire mes études de sage-femme. Et donc là, j'ai été Là, t'as été aussi confrontée au milieu hospitalier. J'ai découvert ce qu'était le milieu hospitalier, avec des super bons côtés, et puis avec des côtés un peu plus durs. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui était capable de me mouler dans le moule et d'être dans les règles. Donc, j'ai été une bonne étudiante. Je faisais ce qu'il y avait à faire, en étant parfois un petit peu révoltée quand même sur certaines gestes, certaines pratiques. Et puis, quand j'ai fini mon école de sage-femme, disons, les quelques mois qui précédaient la fin, donc mon mari à l'époque habitait à Caussade, près de Montauban. Et donc il était question, j'avais déjà fait un entretien d'embauche avec la cadre de Montauban, que j'aille travailler à Montauban. D'accord. Parce que je m'étais dit bon, travailler à l'hôpital, voilà. Et puis avant que je signe le contrat, il y a Chantal en Dordogne qui m'a contactée en me disant que la sage-femme avec laquelle elle travaillait arrêtait, et à savoir si j'avais envie de venir travailler avec elle. Ok. Du coup, ça a quand même été une petite réflexion. Ça voulait dire revenir en Dordogne, revenir là où je venais, ce que j'avais peut-être pas forcément 100% envisagé, en me disant que la région de Montauban était sympa aussi. Mais bon, voilà, je l'ai fait. En fin de compte, je l'ai fait. J'ai sauté le pas en fin de compte, tout de suite m'installer en sortie du diplôme en libéral pour faire des accouchements à domicile. D'accord. Ce qui à l'époque, maintenant il y a beaucoup de sages-femmes qui s'installent en libéral en sortie du diplôme, mais ce qui à l'époque était plutôt hyper rare. Donc ça a été une sorte de petit parcours du combattant, de comprendre comment de se mettre en libéral à son compte dès la sortie de l'école. Oui. Il y avait peut-être besoin aussi un peu de prouver une légitimité en se mettant en libéral ou. Ouais, en tout cas à l'époque ça se faisait beaucoup moins. Les sages-femmes qui sortaient du diplôme, au-delà des AAD, il ne s'agit pas des accouchements à domicile, mais s'installer très peu. C'était plutôt des sages-femmes qui avaient de la bouteille qui s'installaient en libéral. Maintenant, il y a plein de sages-femmes qui sortent de l'école et qui s'installent en libéral, sans faire d'accouchement à domicile forcément, mais avec une autre envie dans leur travail, dans leur exercice que le libéral peut apporter par rapport au salariat. D'accord. Donc après, du coup, Chantal t'a pris sous le bras et puis. Voilà, pleinement là-dedans. je suis partie là-dedans. Alors j'aime bien maintenant avec du recul me dire que j'étais peut-être un peu innocente et peut-être un peu comment on dit ça, c'est pas raisonnable, mais un peu un peu irraisonnable quand même. Je sais pas si c'est rêveuse, j'arrive pas à trouver le mot juste, mais inconsciente peut-être. Il y avait peut-être un petit peu d'inconscience à travers ce démarrage, un petit peu avec Chantal certes qui était là, mais en fin de compte quand j'ai commencé au mois de juillet. Déjà pour la petite blague, c'est quand même un sacré truc. J'avais toujours pas mon permis au mois de juin. Du coup, je l'avais raté 2 fois parce que le permis en pleine ville, c'était horrible. Donc, j'avais fini par essayer de passer mon permis à Caussade, dans le village de mon homme. Et donc, j'ai eu mon permis 2 jours avant de commencer mon activité de sage-femme. Et donc, j'ai eu mon permis et je suis partie de Caussade avec ma voiture en Dordogne. Et j'ai logé au démarrage dans le cabinet où on était sur Périgueux. Et 2 jours après, j'avais mon premier accouchement en plateau technique. C'était pas le premier, était pas en maternité à la maison, était en plateau technique. Donc vraiment l'histoire du permis, c'est calé avec ma voiture, avec peu d'expérience, mon A derrière. Mais voilà. Et puis oui, comme je disais, peut-être un peu d'inconscience, mais quand j'ai commencé sur cet été-là, Chantal est partie en voyage, donc je me suis retrouvée un peu toute seule sur les accouchements, mais avec beaucoup de plaisir et beaucoup de facilité. Et
et voilà, une réflexion qui était là, oui et non, avec de la confiance. Voilà, Oui. vraiment beaucoup de confiance. Oui, tu te posais pas Pendant ces de premières questions, années, en fait. ah ouais, pendant ces premières années, c'était, je pense, l'insouciance de la jeunesse et de faire ce qui me semblait juste, de suivre les femmes dans leurs projets, Ouais. voilà. Ok. Et donc ensuite, vient l'envie de deuxième enfant. Si on revient un petit peu. Ah oui, donc nos enfants, ils ont 2 ans et 9 mois d'écart. Donc ça avait été aussi une évidence qu'on n'aurait pas un enfant. Ok. Voilà, moi j'ai 2 sœurs, mon mari, ils sont 6 dans sa famille. Ah oui. Donc voilà, c'était assez clair pour moi. Du coup, ça a été aussi assez spontané. Hein. On a aussi pas trop réfléchi à cet endroit-là d'avoir un deuxième enfant. Je suis tombée à chaque fois enceinte très rapidement, donc ça a été facile. La grossesse d'Abel a été un peu plus douce parce que j'ai eu une remplaçante qui est arrivée et je me suis arrêtée vers 6 mois et demi de grossesse. D'accord. J'ai pris la décision, j'ai pris la décision de m'arrêter et de pas, et aussi parce que j'avais une remplaçante, donc ça facilitait les choses pour pouvoir vivre une fin de grossesse, voilà, un peu moins parce que j'ai aussi accouché à 37 plus 5. Hein. D'accord. Donc oui, voilà, même voilà, je suis globalement hyper laxe, je pense que mon corps, voilà, retient pas les bébés très longtemps, mais le fait de me poser, je suis arrivée à aller un petit peu plus loin. Donc un peu le même scénario pour Abel. J'ai rompu ma poche des os et puis des contractions 1 heure après, puis il est né en 2 heures. Donc il a gagné 1 heure de temps par rapport à son frère. C'est bien, je pense qu'il y en a beaucoup qui voudraient accoucher en 2 heures comme ça. Donc voilà, ça s'est globalement tout bien passé, toujours dans notre petit espace, petite maison espace, voilà, qu'on avait. Et puis pour mes 2 loulous, je me suis arrêtée 4 mois. Du coup, j'ai fait 4 mois d'arrêt avec à chaque fois envie de reprendre. Il y a vraiment une partie de moi qui est c'est pas de la culpabilité, mais vraiment je pense pas être faite pour être une maman au foyer. Et donc j'ai été très heureuse de reprendre. On avait une super nounou, vraiment, qui a gardé les 2. Et puis j'ai surtout un super mari qui travaille pas, qui a pas d'activité extérieure. Ça, on a fait le choix dans la famille qu'il ait pas d'activité extérieure, qu'il soit papa au foyer, on va dire, et puis surtout qui a construit notre maison. Donc ça, c'était l'activité annexe qui était énorme. Principale. voilà, qui était énorme. Et puis s'occuper des enfants, qui est aussi une activité vraiment importante. Donc voilà, j'ai repris à chaque fois rapidement. Pour Félix, quand j'ai repris, il y avait une maman que j'avais déjà accompagnée pour son premier bébé, et puis là, qui attendait son deuxième, et elle était à terme pile poil au moment de ma reprise. Ouais. Et donc, on était allés, c'est la seule fois que j'ai fait ça, mais on était allés, le jour où elle a accouché, on était allés avec Mathieu, mon mari, et Félix, tout petit. Donc, ils sont allés, et c'était des gens qui habitaient dans un endroit où ils avaient leur cabane, il y avait une roulotte, voilà. Et donc, Félix et Mathieu était dans la roulotte pendant qu'elle accouchait. Ah oui, trop chouette. Du coup, on a partagé après ce moment où moi j'avais mon grand bébé parce qu'à 4 mois, il était déjà bien costaud, et puis elle, son petit bébé, disons voilà. Mais je l'ai pas refait après, mais c'était juste parce qu'il y avait l'infrastructure sur place aussi, et la qui possibilité permettait que ça se passe. Bon, on va peut-être reparler un peu de l'accouchement à domicile. Alors je vais juste du coup pour introduire ça, finir vraiment ce que je te disais, c'est-à-dire le démarrage qui était un petit peu inconscient pour moi, à l'intérieur de inconscient un peu, voilà, sans trop te poser de questions. Et puis ça, c'était les 2-3 premières années. Et puis au fur et à mesure, voilà, j'ai été un peu plus dans des questionnements, et notamment dans le questionnement qui est le nôtre en tant que sage-femme qui accompagnons les AAD, de prise de risque. De prise de risque à un premier niveau, qui est le fait qu'on n'a pas d'assurance professionnelle. C'est-à-dire que, alors c'est pas qu'on n'en a pas en soi, c'est-à-dire qu'on est assuré pour toute notre activité de sage-femme, mais les assurances classiques ne prennent pas en charge le risque de l'accouchement à domicile. Et donc, comme on n'est pas assuré, mais qu'on a une obligation, en fin de compte, d'être assuré, on doit faire une démarche auprès de ce qu'on appelle le bureau central de tarification. D'accord.
ce bureau central de tarification, lui, il va estimer le coût d'une assurance parce que on est obligé d'être assuré, et il va obliger un assureur à accepter un contrat à ce coût-là, d'accord. Et donc on est autour de 23 000 € par an du coup qui a été proposé. Donc en fin de compte, à l'heure actuelle, sur à peu près les 90 sages-femmes, voire un peu plus de manière constante qui accompagne les accouchements à domicile, il n'y en a aucune qui a pris la décision de prendre cette assurance à 23 000 € parce que c'est globalement à peine nos chiffres d'affaires, donc c'est strictement impossible. Donc il n'y a aucune sage-femme libérale qui est assurée. D'accord. Donc ça c'est quelque chose qui est important de savoir. En France, fin de compte, en France, ouais, totalement. Je suis sûrement pas juste dans le nombre de sages-femmes qui accompagnent les accouchements là de manière précise, mais juste ce contexte de l'assurance qui peut-être au début, j'étais pas trop en attention avec ça et qui au fur et à mesure, oui, prend de la place et nous amène dans un contexte qui est pas toujours évident pour nous. À l'intérieur de ces projets-là d'AAD. Oui. Parce que donc ces assurances, elles ont pour but comme toute assurance d'un professionnel de santé, c'est-à-dire que si tu as un patient, une patiente, si tu as une structure qui porte plainte, en fin de compte, l'assurance, elle permet de payer les frais de justice et l'indemnisation si nécessaire. Oui. Du coup. Et ça, dans le cadre d'un AAD, ça n'existe pas. C'est-à-dire que toute sage-femme qui aurait une procédure dans le cadre d'un AAD doit payer elle-même ses frais d'avocat. Oui. Du coup, et une indemnisation si nécessaire. Et c'est certainement ce qui freine beaucoup peut-être de sages-femmes à exercer l'accouchement à domicile ou alors, ce serait intéressant de savoir ce qui les freine vraiment. Voilà. Je pense que ça en freine un certain nombre. Certes, mais je pense que y a aussi un grand nombre de sages-femmes qui n'ont pas envie de pratiquer l'accouchement à domicile parce qu'ils pensent clairement que c'est dangereux, en fin de compte, qu'elles se sentent pas en sécurité. C'est sûr que quand on a travaillé pendant des années dans une structure hospitalière où on a vu plein de pathologies, on a vu plein de problématiques, et puis qu'on sait qu'on a le bloc obstétrical qui est là, qu'on sait se retrouver en fin de compte à la maison en n'ayant pas le bloc obstétrical et en imaginant toutes ces pathologies qu'on a vécues. Voilà, je pense que clairement ça freine et puis je pense que les sages-femmes françaises, alors peut-être que les choses ont vraiment évolué, en tout cas moi à mon époque, on est très bien formés sur la pathologie, c'est-à-dire que on est très bien formés à dépister la pathologie, à fond sur la pathologie, mais tout ce qui est la physiologie, c'est vraiment, alors j'ose espérer que maintenant dans les écoles de sages-femmes il y a un peu plus de cours de physiologie, mais nous à l'époque c'était une sage-femme libérale autant sympa soit-elle, mais qui nous avait 2 heures de cours sur l'accouchement physiologique. Et puis après, on avait toutes les pathologies, l'hypertension, le placenta prévia. On a plus sur les dangers au cours d'un accouchement que comment il doit se passer de manière normale, sans problème, quoi. Mais ça, c'est très franco-français, c'est-à-dire que en France, je sais pas si ça se dit franco-français, c'est très français. En France, en fin de compte, une grossesse et un accouchement est normal quand tout est fini. Et qu'à la fin, on peut dire que tout a été normal. Dans les pays nordiques, c'est normal au fur et à mesure. C'est-à-dire que, ok, aujourd'hui, tout va bien, c'est normal, on est bien. En France, on est dans le potentiellement problématique. Oui. Et puis, une fois quand même que le bébé est né, que la maman que le bébé est né, qui va bien, que la maman a bien accouché, on dit, ok, tout a été normal. Mais on est vraiment dans la notion du risque, et moins dans le constat du moment que la femme est en bonne santé, que le bébé va bien, qu'on est, donc c'est aussi une culture à cet endroit-là. Et justement, est-ce que tu peux nous parler des risques d'un accouchement à domicile? Est-ce que il y en a, je connais un peu les réponses, est-ce qu'il y en a plus particulièrement qu'un autre? Comment est-ce que vous vous prémunissez de ces risques qui surviennent, puisqu'il y en a dans les milieux hospitaliers? Alors peut-être qu'avant de te parler de ça, il y a une chose qui est importante pour moi, c'est de redéfinir où vient cette idée d'accouchement à la maison. C'est-à-dire qu'à la base, pour moi, l'accouchement à domicile, c'est le projet d'une femme, d'un couple. C'est-à-dire que j'aime vraiment dire que, alors bien sûr que nous, en tant que sage-femme qui accompagnons les accouchements à domicile, on sent qu'on est à notre place dans cet accompagnement-là, mais à la base, c'est la demande des couples. Et ça c'est quelque chose qui est vraiment important d'entendre en France. C'est-à-dire que même s'il y avait plus de sages-femmes qui accompagnaient les accouchements à domicile,
probablement, il y aurait encore des couples qui continueraient à le faire tout seuls, et il y a encore des lieux où les couples continuent à le faire tout seuls parce qu'il n'y a pas de sage-femme à aider. Donc vraiment, la base, elle est là, elle est le choix du couple. Et donc, quand on rencontre un couple qui fait ce choix-là, c'est important ensemble de déterminer les risques à l'intérieur de ce choix-là et de déterminer les risques que ce couple est prêt à prendre aussi. Voilà, en autonomie avec ça. Oui. Donc, de manière plus précise, les risques, déjà, ce que nous, on exige vraiment là, sur la Dordogne, c'est que la femme, elle a un dossier dans une maternité, ce qui est globalement très facile pour nous en Dordogne. Il y a vraiment des régions où les maternités refusent l'inscription des femmes qui souhaitent accoucher à la maison. Ouais. Donc vraiment, moi, depuis 18 ans que j'accompagne les naissances à domicile en Dordogne, je trouve qu'on a vraiment de la chance, parce que autant la maternité de Périgueux que de Bergerac, la maternité Sarlat aussi, mais maintenant qui est pseudo-fermée, mais à mon avis, ça va continuer. Mais c'est des maternités avec qui je trouve qu'on arrive à collaborer. Voilà, je pense pas que loin de là, tout le monde valide le travail qu'on fait. Mais vous arrivez à travailler main dans la main. Mais on arrive à travailler, je trouve, en bonne intelligence. Les femmes sont bien reçues dans les maternités quand elles vont faire leur dossier. Elles ont parfois du jugement, mais pas trop la plupart du temps. Et puis quand on transfère, la plupart du temps, ça se passe bien aussi. Donc ça, pour moi, quand on parlait de risque, je trouve que le fait qu'il y a un lien où nous, en tant que sage-femme AD, on n'ait pas peur de transférer, parce qu'on sait que la maternité, où les femmes, elles puissent avoir un dossier en amont, où elles puissent avoir vu l'anesthésiste, avoir vu une sage-femme, où il y ait tous les éléments du dossier, ça, c'est quand même quelque chose qui est sécurisant, du coup. Maintenant, il y a la question de la distance entre le domicile de la patiente et la maternité la plus proche. Ouais. Ça, c'est aussi en termes de risque. C'est sûr que s'il y a une problématique qui arrive, c'est pas la même chose si je suis à 10 minutes ou si je suis à 45 minutes. Oui. Donc, il y a eu tout un temps, comme je te disais au début, un peu dans l'inconscience. Il y a un moment où j'ai accompagné des naissances loin des maternités. Mais ça, maintenant, j'ai décidé que c'était fini. Donc c'est-à-dire qu'on se met globalement 30 minutes. Voilà. Bon, ça arrive des fois de faire des exceptions, mais globalement, c'est ça qui est confortable. Et bon, voilà. Plus on est prêt, plus c'est confortable. Du coup, ça nous arrive maintenant, notamment avec le Sarlat D, où du coup, comme Sarlat est fermé, on se retrouve avec des maternités loin. Oui. Donc, on fait déplacer les femmes. C'est-à-dire que les femmes, elles accouchent pas forcément chez elles, mais elles prennent un gîte. Oui. En fin de compte, elles prennent un gîte pour la naissance. Du coup, donc c'est une autre organisation pour les familles, du coup. Voilà. Après, bon, c'est clair, le risque zéro, il n'existe pas. Quel que soit le lieu, voilà. Moi, j'aime bien dire qu'on vient pas les mains vides quand même. C'est-à-dire qu'on a du matériel avec nous. On a là maintenant, alors il faudra qu'on parle de l'APAD après, vraiment, de notre asso. Mais depuis maintenant 1 an et demi, on a un partenariat avec Isis Médical qui nous permet d'avoir du matériel d'oxygène à la maison. C'est-à-dire que les patientes, elles ont bouteille d'oxygène, aspirateur de mucosité, bavure, donc le ballon d'insufflation maman, bébé. Donc ça, c'est vraiment super d'avoir tous ces éléments-là de premiers gestes de réanimation, si c'est nécessaire. Donc, j'aime bien dire que globalement, quand même à la maison, certes, je peux pas promettre qu'on puisse gérer toutes les urgences, mais on a quand même des éléments, on a de quoi perfuser la maman, on a les premiers médicaments en cas d'hémorragie, on a quand même de quoi stabiliser la situation dans l'idéal. Donc voilà, c'est pas comme si on venait, les mamans sont pas lâchées dans la nature. Voilà, c'est pas comme si on venait les mains vides. On a quand même ces éléments-là. Et puis là, depuis peu, ce qui est vraiment super confortable, on est allé rencontrer le SAMU de la Dordogne. Donc le SAMU 24, on a été bien accueillis, vraiment. Et donc du coup, ce qui nous permet en amont, quand on sait tel mois on a un accouchement, 1 mois avant, on va donner les coordonnées de la patiente, ce qui fait que le SAMU la rentre en tant que patiente remarquable, et que avant de partir à l'accouchement, on appelle le SAMU en leur disant OK, on va chez Madame Untel. Eux, ils ouvrent une fiche, ce qui leur permet, en fin de compte, si on doit les appeler de manière urgente, on n'a pas à redonner toutes les informations d'où on est, on parle juste de la situation et ils envoient directement. Donc c'est un gain de temps énorme parce qu'on passe pas par
re-raconter toute l'histoire, dire où habite la patiente, ils ont déjà l'adresse. Et ça, je trouve que voilà, c'est nouveau, mais c'est vraiment bien en termes de sécurité et surtout de rapidité par rapport au transfert. Oui. Et comment vous travaillez du coup sur la Dordogne, parce qu'on a la chance d'avoir 3 sages-femmes, 4 1, 2, 3, 4, 5. 5. On est 5 là. Mais là, il va nous falloir tout le nom de tout le monde. Attends, mon compte est bon, 3, 4, 5. Oui, on est 5. Donc, on a été pendant tout un temps, Chantal et moi, pendant beaucoup d'années, toutes les deux. Oui. Du coup, Chantal était toute seule, et puis après, on a été Chantal et moi sur Périgueux. Mais à l'époque, avec Chantal, on allait donc en Haute-Vienne, dans le Lot, en Corrèze, en Charente, Lot-et-Garonne. Donc voilà, on avait un secteur énorme. Et puis il y a maintenant, alors je suis nulle avec les dates, il va falloir qu'elle m'excuse encore une fois, mais il y a à peu près 5-6 ans, il y a Pascal qui nous a rejoint. D'accord. Donc on était 3 sur la Dordogne, et puis il y a encore 3 ans et demi, 4 ans, voilà, on va dire, il y a Fleur qui nous a rejoint. Du coup. Donc on s'est trouvé à 4. Et là, il y a un peu moins d'1 an, je pense que là, je suis bon, même si je suis moi, il y a une autre sage-femme qui s'appelle Marianne, du coup, qui a décidé de débuter les AAD. Et donc, à l'heure actuelle, on a chacune nos cabinets, c'est-à-dire qu'on est chacune à des lieux différents de la Dordogne, du coup, avec chacune les patientes qui nous contactent pour les accompagnements. Mais on travaille en lien pour essayer, parce que c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, d'être 2 sages-femmes aux naissances. C'est-à-dire qu'il y a la sage-femme 1, qui est la sage-femme référente de la patiente, qui suit la patiente sur sa grossesse. Et puis, il y a la sage-femme 2, qui a rencontré ou pas la patiente. Ça va vraiment dépendre du choix des femmes, du choix de comment on s'organise autour de ça, du choix des femmes et de la sage-femme, si elle a besoin de rencontrer la patiente, mais qui sera là sur la fin de la naissance. Et donc ça, on parlait de sécurité tout à l'heure. Donc, avec Chantal, on a travaillé pendant des années toute seule aux naissances, en gérant des choses, voilà, en y arrivant, en s'en sortant, mais en gérant des choses pas évidentes. Et là, d'être 2, c'est quand même un plus. C'est quand même un plus d'être à 4 mains, d'avoir du relais, voilà, il y a une histoire d'une maman et d'un bébé dans cette histoire-là. Donc on y trouve vraiment du confort et puis du plaisir à travailler ensemble. Oui, puis c'est quand même important de souligner qu'en ce moment, il y a beaucoup de lutte entre guillemets, ou de choses qui se passent pour avoir une femme, une sage-femme en milieu hospitalier. Et là, on se retrouve dans la plupart du cas avec 2 sages-femmes à la maison, certes, mais sur une grossesse globalement qui s'est bien passée, pour permettre un accouchement qui se passerait du mieux possible. Et pour donc c'est du luxe quand même, voilà, c'est exactement ça, c'est un accouchement dans le luxe total. Ok, ça marche. Et donc, du coup, tu veux nous parler un petit peu de l'APAD? Oui, je veux parler de l'APAD. C'est l'association professionnelle de l'accouchement accompagné à domicile. D'accord. Donc ça, c'est une asso qui a vu le jour en 2019. Moi, j'ai rejoint le CA en 2022. Ok. Et donc, au démarrage et encore maintenant, il y a eu des travaux énormes faits au sein de cette association pour essayer d'intégrer l'accouchement à domicile dans l'offre de soins, en fin de compte, essayer de faire valoir que ce qu'on fait, c'est pas n'importe quoi, qu'on n'est pas sur une table de cuisine avec une bassine d'eau et voilà, tous les stéréotypes qui peuvent être dits. Et puis pour essayer aussi, parce que clairement, pour sécuriser l'AAD, il faut sécuriser l'AAD à l'intérieur du système de soins. Et notre idée, c'est de porter la voix des professionnels qui accompagnent l'accouchement à domicile pour pouvoir essayer d'avoir un cadre sécuritaire et d'être reconnu par les institutions. Alors, il y a encore du travail, certes, mais il y a eu de beaux pas qui ont été faits. Il y a eu un travail avec la Fédération française des réseaux de périnatalité qui a été fait, avec des documents qui ont été construits. Voilà, on fait aussi tout un travail de recueil statistique. Et donc ça, c'est super important. On arrive à avoir à peu près entre 1200 et 1500 dossiers par an d'AAD répertoriés avec des stats, parce que
voilà, on pourra dire c'est dangereux ou c'est pas dangereux, mais en fin de compte, il y a que les chiffres qui vont parler et qui vont vraiment aller dire la vérité. C'est un accouchement comme un autre qui mérite. C'est ça, pour voir en France en tout cas, parce qu'il y a des statistiques qui sont faites dans d'autres pays où l'accouchement à domicile fait beaucoup plus partie du tableau classique, mais pour avoir une photographie en France de qu'est-ce que c'est l'AAD et quels sont vraiment les risques et essayer de... Donc il y a ça qui est fait à l'intérieur de l'asso. On a fait aussi, il y a quelque chose, et c'était à la base de l'asso là par Françoise qui a organisé en fin de compte un fonds de soutien, c'est-à-dire de demander à tous les parents qui sont dans un projet d'accouchement à domicile de verser 20 € à ce fonds de soutien pour pouvoir faire une cagnotte pour aider justement les sages-femmes qui seraient en difficulté liées à une problématique, liée à une plainte, comme elles n'ont pas d'assurance pour pouvoir les aider. Donc on les aide comme on peut, c'est rien par rapport au coût que coûte une procédure, mais n'empêche que voilà, que c'est déjà ça, de pouvoir les aider. Bon, on fait tellement de choses que je vais pas arriver à te dire, mais j'amène tout le monde qui peut être intéressé à aller sur notre site, parce qu'on a un super site maintenant et sur lequel il y a plein d'informations, autant pour les sages-femmes que pour les parents, que donc en tout cas, depuis que cette asso elle existe, il y a aussi il y a tout ce volet là qui est super important, c'est qu'il y a tout le volet formation. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de formation en France pour les urgences extra-hospitalières. C'est-à-dire qu'on avait des formations au sein des hôpitaux sur l'AREA, sur l'hémorragie de la délivrance, sur toutes ces urgences, mais pas en extra-hospitalière. Et donc du coup, il y a quelques années, c'était Hélène Pariante à Toulouse, elle avait fait venir Isabelle Brabant, qui est une sage-femme québécoise, canadienne, où là-bas elles sont vraiment organisées autour de l'AAD, pour nous dire fais-nous une formation là. Donc j'avais été à cette première formation là où elle nous a fait une formation sur les urgences extra-hospitalières, et donc du coup elle est venue sur quelques années. Elle était venue en Dordogne aussi, elle avait fait une formation en Dordogne. Et puis, au bout d'un moment, elle a dit, les filles, voilà, ça va être à vous de construire. Et l'APAD s'est saisie de ça. Et l'APAD a vraiment construit maintenant un livret. Donc, c'est une formation qui est hyper clean, hyper organisée, et donc, il y a beaucoup de sages-femmes qui font ça. Et ça, c'est vraiment hyper rassurant. Et nous, maintenant, ce qu'on a envie à l'APAD, c'est qu'en fin de compte, toutes nos adhérentes refassent cette formation tous les 2 à 3 ans. C'est-à-dire parce que au final, à domicile, on n'en voit pas tant que ça des urgences, donc c'est important aussi de s'y remettre, de vraiment continuer à se former. Et donc nous, avec les filles là de Dordogne, on essaye de se voir régulièrement. Là, on essaye tous les 6 mois pour refaire les urgences, pour essayer de repratiquer autour de ça. Et je rebondis aussi sur le fait tu parles des urgences, sur le fait que les patientes sont un peu filtrées aussi quand même au départ lors d'un projet d'accouchement à domicile. Alors ça c'est la base, c'est-à-dire que pour accoucher à la maison, faut être en bonne santé, pas avoir de pathologie de base. On va pas toutes les donner, mais voilà. Après, avoir une grossesse physiologique, c'est pareil. On va pas dire toutes les pathologies qui sont excluses, mais c'est-à-dire que jusqu'au bout, le projet, il peut au final ne pas se faire et aller vers la maternité s'il y a une pathologie qui vient au cours de la grossesse. Pas de grossesse gémellaire, pas de bébé en siège. Donc voilà, il y a plein d'éléments de base. Alors c'est tellement cohérent, c'est pas cohérent, mais c'est tellement logique pour moi que du coup j'oublie de reposer. C'est-à-dire qu'une femme qui a de l'hypertension ou qui a un placenta bas inséré ou on pourrait en donner plein, mais elle va pas, c'est pas sa place d'accoucher à la maison en tout cas, vraiment. Et aujourd'hui, toi, ton activité, c'est essentiellement les accouchements à domicile. Est-ce que tu fais aussi, je sais pas, des suivis Alors, j'ai toujours fait autre chose à côté, parce que je trouve ça aussi très riche, tout le reste. Et puis là, depuis quelques années, on peut faire du suivi gynécologique, et ça, j'adore ça. Je trouve que c'est vraiment... Alors moi, dans mon travail de sage-femme, je trouve ça tellement enrichissant de rencontrer des femmes de tout âge. Donc ça peut être une jeune fille de 15 ans jusqu'à une femme de 80, 90 ans. Donc ça, c'est très très riche et j'adore toute cette activité-là. Et puis après, je fais un peu du suivi de grossesse pathologique à domicile. Donc, en fin de compte, je fais toute l'activité de sage-femme en ayant vraiment cette casquette AAD qui prend... je sais pas, depuis 1 an, parce qu'avant, donc, on travaillait en cabinet de groupe. Depuis 1 an que je travaille toute seule, j'ai peut-être un peu moins d'accouchements à domicile et c'est ok. Donc, il y a une répartition un petit peu plus sur
sur la globalité de l'activité de sage-femme et surtout sur la gynécologie où il y a vraiment besoin parce qu'on n'a plus de gynécologue, on n'a plus et voilà. Et la plupart du temps, quand même, les femmes apprécient bien les consultations gynécologiques sage-femme, quoi. Et toi, du coup, tu es basée? Je suis au Bug. Au Bug. Au Bug. Et j'ai un cabinet secondaire qui est en Corrèze. Ok. Parce qu'en fin de compte, en quittant l'activité qui était avant entre Sarlat-Montignac et Périgueux, quand je suis allée au Bug, j'ai continué à avoir des demandes des patientes que j'avais accompagnées avant en Corrèze. Et comme ça faisait loin, au démarrage, je me disais, OK, une fois par mois, je vais faire le tour de mes patientes de Corrèze. Et au final, ça a été plus simple de demander un cabinet secondaire sur la Corrèze, mais juste pour les patientes dans le cadre de l'AAD. Pas pour la gynéco, donc voilà, je vois juste ces patientes-là sur la Corrèze. Ok. Écoute, est-ce que tu penses à autre chose tu aurais envie de dire là Non, on y est arrivé, hein. Ouais. Moi, j'ai une petite dernière question. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à toutes ces femmes qui nous écoutent et qui se lancent dans la maternité? Bonne question. C'est une question vaste. Ouais. Vaste. Qu'est-ce que j'aimerais leur dire? Qui te parle le plus. Qui viendrait spontanément. Qu'est-ce que j'aimerais leur dire? Je pense que c'est un événement qui est unique, donc c'est difficile de donner un message unique. Oui. Tu vois, à ce moment-là. J'aime bien dire que moi, la grossesse, il y a quelque chose d'assez particulier à l'intérieur de la grossesse, c'est qu'à la fois, c'est quelque chose de très banal. C'est-à-dire que c'est là depuis la nuit des temps. Oui. Les femmes sont enceintes, elles mettent au monde des bébés. C'est vraiment quelque chose qui est là depuis toujours. Donc, il y a vraiment cette entrée dans la banalité, dans la construction de l'humanité au fur et à mesure. Et en parallèle de ça, c'est quand même un moment assez extraordinaire et assez magique. Et il y a quelque chose un peu au-delà du réel, d'imaginer qu'il y a un être qui est en train de se construire en toi, qui a un cordon ombilical, un placenta. Donc il y a vraiment, alors je sais pas si c'est à dire aux femmes, mais moi il y a vraiment, j'aime bien cette différence entre quelque chose qui est là depuis toujours et puis ce côté extraordinaire. Oui. Et je trouve que c'est intéressant de vivre ça dans sa grossesse, de dire je suis pas malade, c'est ok, c'est normal, mais à la fois d'aller contacter aussi ce côté un petit peu extraordinaire. On n'est plus en tout cas en France, on est rarement dans une société où les femmes ont 6, 7, 8, 10 enfants, donc c'est des choses qui vont être là 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et du coup d'aller toucher à la fois la quotidienneté et l'extraordinaire. Oui. C'est chouette. Et on va pouvoir conclure. Merci Elodie de m'avoir reçue. Merci Mélanie. Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le faire voyager, à le partager, à vous abonner et à lui mettre 5 étoiles. À très vite pour le prochain épisode et d'ici là, on se retrouve sur les réseaux sociaux.